Très bien. Donc, nous parlons aujourd'hui des règles de réussite d'un entretien d'embauche. Suivant le plan ci-après, nous allons parler de comment préparer l'entretien d'embauche. Ensuite, comment réussir l'entretien d'embauche. Après l'entretien d'embauche, que faut-il faire? Et comme vous le savez, nous finissons avec quelques règles à retenir. Donc, comme vous le savez, l'entretien d'embauche est l'une des étapes cruciales du processus de recrutement. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà réussi à aller à cette étape. Pour les autres, nous allons découvrir quelque chose de nouveau. L'entretien d'embauche, parfois, peut être euh, couvert de beaucoup de mythes parce que euh, dans un processus de recrutement, il y a beaucoup de candidats, mais peu de personnes parviennent à l'entretien d'embauche. Et quand on vient à l'entretien d'embauche, parfois, on a l'impression de se retrouver devant un jury qui est là pour vous déstabiliser et on n'arrive pas forcément à trouver les bonnes réponses. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment préparer l'entretien, comment vous apprêter avant d'aller à l'entretien. Et quand vous y êtes, comment est-ce que vous vous comportez? Également, comment est-ce que vous vous comportez après l'entretien d'embauche? Comme nous le savons, avant de démarrer, nous allons voir si certains parmi vous ont déjà passé un entretien d'embauche et comment est-ce que vous l'avez préparé. S'il y a des volontaires, vous pouvez ouvrir votre micro et nous dire si vous avez déjà passé un entretien d'embauche, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que vous l'avez préparé. Nous avons des volontaires. Si nous n'en avons pas, nous allons juste considérer que personne n'est encore allé à l'étape d'entretien d'embauche. Bonjour, monsieur. Aimé? Oui, je t'écoute, Aimé. J'ai eu à participer à 2 séances d'entretien d'embauche. Oui. La première, j'étais ignorant, je ne savais pas que c'est quelque chose qu'il faut préparer à l'avance. Je me voyais en point de frappe. Je pensais gagner facilement le poste, si bien que je ne me suis pas préparé et je n'avais aucune information concernant la préparation d'un entretien. Donc, du coup, à l'entretien, il y a des questions qui m'ont déjoué. Des questions comme avez-vous un défaut? Quelle est votre marge salariale? Et voilà, ces 2 questions m'ont beaucoup déjoué. Et après, les deuxièmes entretiens que j'ai fait, au moins j'ai eu quelques temps à préparer ça. Et je pense que la deuxième expérience a été mieux par rapport à la première. Et peux-tu nous dire comment tu as préparé? Oui, bon, pour la deuxième expérience, j'ai lu correctement l'annonce et je me suis basé sur les éléments demandés dans l'annonce pour pouvoir préparer pour la deuxième expérience. D'accord. Merci beaucoup, Aimé. D'accord, monsieur. Est-ce que nous avons un autre volontaire? Monsieur Ferdinand veut parler. Très bien, nous n'avons pas un second volontaire. Si vous ne voulez pas parler, merci d'éteindre vos micros. Oui, Monsieur Ferdinand? Ferdinand est là? Ferdinand était connecté. J'ai l'impression qu'il s'est déconnecté. Nous poursuivons alors. Donc, avant de démarrer l'entretien d'embauche, nous allons voir qu'est-ce qui peut constituer une préparation pour certains candidats. Donc, je vais vous proposer des réponses et vous allez me dire si, pour vous, ces réponses-là sont bonnes. Donc, comment préparez-vous un entretien d'embauche? J'ai plusieurs types de réponses. Si vous pensez qu'une réponse est bonne, vous ouvrez votre micro et vous me dites ce que vous en pensez. Donc, encore des volontaires. Si vous pensez qu'une réponse, l'une des réponses que vous voyez sur votre écran est bonne, vous ouvrez votre micro et vous me dites si vous deviez préparer un entretien d'embauche, qu'est-ce que vous feriez?
Bonjour, monsieur. Bonjour, Franck. Oui, selon moi, je dois apprêter mon costume et je relis le profil du poste. Et puis, je recherche des informations sur l'entretien et enfin, je revise mon CV. Merci. D'accord. Merci, Franck. Est-ce qu'on a un autre candidat? Tony? Kevin? Oui. Bonjour à tous. Pour moi, pour se préparer à un entretien d'embauche, il faut d'abord rechercher des informations sur l'entreprise, relire le profil du poste, réviser son CV, réfléchir à vos atouts et défauts et aussi parfois mémoriser ses réponses. Mémoriser sa réponse. D'accord. Est-ce qu'on a un autre candidat, un autre volontaire? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, allez-y. Oui, selon moi, pour se préparer pour un entretien, il faut d'abord relire les profils du poste, chercher les informations sur l'entreprise et réfléchir sur nos atouts et défauts. Avant ça, il faut se préparer du côté vestimentaire, apprêter son costume. D'accord. Merci. Ouais. Orlandina? Bonjour, monsieur. Bonjour. Allô? Oui, on Oui, t'écoute. bon, moi, je choisirais les options relire le profil du poste, rechercher les informations sur l'entreprise et également réfléchir à mes atouts. Maintenant, concernant la partie revisiter le CV, je pense que c'est vraiment pas très utile puisque les recruteurs ont déjà assez à mon CV. Et bon, en allant là-bas, ils vont pas me poser des questions qui vont faire que je vais encore répéter ce que j'ai déjà dit sur le CV. Donc, je pense pas que ça soit très utile. D'accord, merci Orlandina. Une dernière personne? Si vous permettez, Oui. moi, contre toute attente, j'irai prier à l'église quand même au-delà de... D'abord. Très bien. Merci. Merci. Donc, au moins, une personne ira à l'église, hein. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais donner ma réponse également. Si je devais préparer un entretien d'embauche, je dirais plutôt les choses que je ne ferai pas. Donc, c'est à peu près sûr que je ne vais pas apprêter un costume. Si on n'entend pas costume, cravate, veste, etc., puisque ce n'est vraiment pas l'habillement que je préfère le plus, je ne me sentirai certainement pas à l'aise. Également, c'est à peu près sûr que je n'irai pas au feeling. Aller au feeling, c'est bon, advienne que pourra, j'y vais et puis je verrai ce que ça va donner. Me connaissant, je vais faire à peu près toutes les recherches possibles, relire le profil du poste. Je le dis souvent, c'est très essentiel. Il faut s'approprier le profil du poste. Il faut savoir ce que recherche l'entreprise. Il faut également chercher des informations sur l'entreprise. Nous verrons plus tard quels sont les types d'informations que vous recherchez sur l'entreprise. Mais c'est très important. Vous ne pouvez pas aller à un entretien d'embauche et on vous demandera qu'est-ce que vous savez de notre entreprise et vous allez vous mettre à balbutier. Revisitez votre CV. Alors, Orlandina, il ne s'agit pas de réécrire son CV. Il s'agit juste de revisiter pour être sûr que l'on a en tête les informations qu'on a mises sur le CV. Si vous allez sur votre CV, enfin, si vous allez en entretien d'embauche et qu'on vous pose la question de savoir pourquoi vous avez fait si peu de temps dans une entreprise parce que vous avez mis ça sur votre CV, pourquoi vous avez fait 6 mois, par exemple, ou bien pourquoi vous êtes parti plus tôt, ou bien comment est-ce que cette expérience s'est passée, et que vous n'avez pas eu le temps de revisiter le CV, vous avez oublié que vous avez écrit ça sur votre CV, bon, vous serez mis en défaut. Donc, revisiter le CV, c'est juste le relire pour être sûr que vous gardez en tête toutes les informations que vous avez mises dedans. Mémoriser ces réponses, voilà, quelque chose que je ne recommande pas. Je crois que quelqu'un a dit mémoriser ses réponses. Je ne recommande pas. Pourquoi? Parce que généralement, quand on mémorise, on a tendance à vouloir tout réciter. Donc, vous allez quelque part, c'est comme quand vous allez
faire un devoir. Vous avez mémorisé vos réponses et puis vous venez tout recopier sur la feuille. Si arrivé à un moment, vous avez oublié une partie, vous êtes complètement déstabilisé. Encore plus quand vous êtes je vais dire en direct, vous êtes devant un jury, on vous pose des questions, que vous avez mémorisé les réponses et puis vous oubliez. Vous êtes déstabilisé, vous n'arrivez pas à construire de nouvelles réponses. Donc, ce que je recommanderais plutôt, c'est de préparer des réponses, mais pas forcément de les mémoriser. Préparer des réponses sous forme de puces, sous forme de points. Vous savez que si c'est ce type de questions, voici les informations que je pourrais donner. Et vous savez ensuite comment construire vos phrases pour pouvoir répondre facilement. Également, réaliser des entretiens informationnels. Un entretien informationnel, nous pourrons certainement faire une séance sur l'entretien informationnel. C'est comme un entretien d'embauche, sauf que dans le cadre de l'entretien informationnel, c'est vous qui êtes le jury. Donc, c'est vous qui posez les questions. Donc, vous allez voir un professionnel et vous lui posez des questions sur son poste, sur son entreprise, sur son expérience, sur son parcours. Donc, on va dire que c'est le contraire de l'entretien d'embauche où vous allez devant un jury et le jury vous pose des questions. L'objectif de l'entretien informationnel, c'est de recueillir des informations. Comme cela s'entend, recueillir des informations sur l'entreprise, sur des postes similaires aux postes auxquels vous avez postulé, etc. Également, aller à l'église. Pour ceux qui sont très croyants et qui ont besoin d'avoir de la sérénité, qui ont besoin de se calmer, ça peut être intéressant d'aller à l'église pour prier. Si ça vous permet de vous calmer, de ne pas être trop stressé durant l'entretien d'embauche, c'est des choses que vous pouvez faire. D'accord, donc on retient apprêter tout au moins un habillement décent. On va revenir là-dessus. Relire le profil du poste. Revisiter votre CV, aller à l'église ou à la mosquée ou à tout autre lieu de culte si cela vous permet de vous déstresser. Absolument rechercher des informations sur l'entreprise. Je ne conseille pas de mémoriser vos réponses. Je ne le conseille pas. Réaliser des entretiens informationnels. Je ne vous conseille pas aussi d'aller au feeling. Il faut toujours tout préparer. Toujours. Et réfléchir à vos atouts et à vos défauts. Donc, faire une liste. Qu'est-ce qui pour moi est un atout et qu'est-ce qui pour moi peut être un défaut. Nous allons revenir là-dessus. Donc, je continue. Aujourd'hui, je vais présenter les slides et à la fin, nous allons prendre les questions. Donc, au fur et à mesure, je présente. Notez vos questions. À la fin, nous allons répondre. J'ai un invité avec moi qui va m'aider également à répondre aux questions. Dès que je finis la présentation de stage, je vous le présente et vous allez voir que c'est très intéressant de pouvoir lui poser des questions directement. Donc, nous continuons. Donc, ici, je vous présente une checklist, une liste de contrôle de ce qu'il faut faire avant le jour J. D'accord? Avant le jour J, quelles sont les choses que vous pouvez faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rechercher suffisamment d'informations sur le lieu, sur l'entreprise. Il faut connaître le lieu de l'entretien d'embauche. Donc, certainement, on vous a appelé pour vous inviter à l'entretien d'embauche ou bien on vous a envoyé un email et on vous a peut-être indiqué un endroit. Il faut savoir où se situera l'entretien d'embauche. N'oubliez pas d'écrire un rappel dans votre agenda pour que votre téléphone vous rappelle que vous avez l'entretien, surtout si vous avez 1000 choses à faire. Recherchez des informations sur le département de l'entreprise qui recrute et ses challenges. Donc, si vous êtes sur un poste vraiment technique et que vous savez déjà le département dans lequel vous serez déployé, il est très important de rechercher des informations et de vous attendre à ce qu'on vous pose des questions sur des challenges. Préparez également, si vous connaissez les challenges que ce département-là a, préparez également quelques pistes de solutions qui vous paraissent intéressantes. Il faut également préparer une liste de questions possibles en fonction du profil du poste. Donc, vous connaissez votre poste, vous connaissez également ce qu'il faut, les prérequis du poste. Donc, a priori, vous pouvez savoir quelles sont les questions qui peuvent vous être posées durant l'entretien d'embauche. C'est vrai qu'il y a des questions, je vais dire des questions génériques. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Des questions qu'on a beaucoup de chances de revoir
après tous les entretiens d'embauche, mais il peut également y avoir des questions spécifiques à votre poste. Donc, préparez ces questions-là et préparez des réponses à ces questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de bûcher, il ne s'agit pas de mémoriser les réponses, mais juste de préparer des points que vous voudriez aborder en donnant les réponses. Également, repérer le lieu de l'entretien, connaître la durée du trajet pour y aller. C'est très important. Vous n'avez pas envie d'arriver en retard le jour de votre entretien d'embauche. C'est une très mauvaise image que vous laisserez si vous devez venir en retard et que le jury devait vous entendre. Donc, ce que je vous conseille, par exemple, c'est la veille, prenez votre moto, votre moyen de déplacement et allez repérer le lieu. Et vous pouvez également calculer la durée du trajet pour savoir si je devais sortir le jour J, à quelle heure est-ce que je devrais sortir pour éviter les embouteillages, etc. Donc, tout prévoir pour ne pas être pris en défaut. Et le jour J arrive. Le jour J arrive, qu'est-ce qu'il vous faut préparer? Donc, il faut s'habiller de manière professionnelle. Vous voyez que je n'ai pas mis porter un costume, forcément. C'est vrai que pour certains postes, le costume, c'est à peu près l'accoutrement officiel du travail. Si vous allez faire un entretien en tant que banquier, si vous ne portez pas un costume, c'est que vous êtes en défaut. Absolument vrai. Mais si vous êtes technicien en énergie renouvelable ou technicien en production animale et que votre poste, vous serez affecté sur un chantier, sur un champ, enfin, le recruteur ne s'attend peut-être pas à ce que vous veniez en costume. Donc, ce n'est peut-être pas en costume que vous serez quasiment tout le temps quand vous serez sur le poste. Mais il faut quand même vous habiller décemment, vous habiller de manière très propre, porter quelque chose qui vous mettra à l'aise. Vous n'aurez pas de difficulté à vous exprimer, vous serez propre et à l'aise. Donc, c'est le plus important, vous assurer que vous êtes à l'aise dans ce que vous portez. Pour les femmes, évitez je ne vais pas revenir là-dessus, évitez tout ce qui donnera d'autres sortes d'idées à celui qui est en face de vous. Donc, sobre, propre et professionnel. Alors, il faut également vous rassurer que quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Donc, peut-être que c'est un mantra que vous pouvez vous répéter dans la tête. Quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur de moi-même. C'est essentiellement pour vous déstresser. Si vous avez envie de prier avant d'y aller, priez. Mais répétez-le dans la tête. Quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur de moi-même. Également, préparez, venez avec plusieurs copies de votre CV. Ça peut être important si le jury vous demande une copie de votre CV pour pouvoir poser des questions là-dessus. Vous pouvez toujours préparer ça et garder sur vous. N'oubliez pas stylo, crayon, bloc-notes, cache-nez. Cache-nez est très important, surtout dans le contexte où nous sommes. N'allez pas là-bas pour demander au jury, prêtez-moi un crayon ou bien prêtez-moi un stylo. Donc, préparez-vous. Arrivez à l'avance, surtout évitez le retard. Voilà, avoir sur soi quelques sous pour payer un garde-vélo. Bon, vous connaissez le contexte dans lequel nous sommes, il y a des garde-vélos partout. Si vous arrivez avec un billet de 10 000 et que le garde-vélo vous dit, je ne prends pas votre moto parce que vous n'avez pas les sous, vous n'allez pas vous mettre à courir pour pouvoir chercher de la monnaie. Donc, ayez quelques sous pour payer un garde-vélo. Identifier la salle de l'entretien, se faire annoncer et attendre. Et je le rappelle, je l'avais mis en haut, mais je le rappelle encore, rappelez-vous que vous êtes venu donner le meilleur de vous-même. Vous n'êtes pas venu pour vous amuser, mais vous êtes venu pour donner le meilleur de vous-même. Donc, donnez-vous du courage, rassurez-vous, tout se passera bien. Alors, nous sommes le jour J, vous êtes déjà arrivé, vous êtes dans la salle d'attente, vous êtes complètement déstressé, vous avez eu le temps de vous rassurer que tout passera bien, vous avez apprêté stylo, bic, etc. Vous êtes bien habillé, vous êtes propre sur vous, vous êtes content de vous-même, vous savez que tout se passera bien. Et on vous invite à entrer dans la salle, vous vous présentez devant un jury. Vous pouvez vous retrouver avec un jury de 2 ou 3 personnes, comme vous pouvez vous retrouver avec un jury de 9 à 10 personnes. Peut-être que parfois le jury peut être constitué pour vous impressionner, pour vous déstabiliser. Mais vous savez que tout se passera bien.
Donc, vous y allez en sachant que vous êtes venu donner le meilleur de vous-même. Quelles sont les questions habituelles auxquelles vous pouvez vous attendre lors de cet entretien d'embauche? Alors, généralement, on vous demandera, parlez-nous de vous. On vous dira, que savez-vous de nous? Donc, que savez-vous de l'entreprise? On vous demandera pourquoi vous souhaitez occuper ce poste. Donc, pourquoi vous avez déposé votre candidature? On vous demandera peut-être également pourquoi on doit vous choisir et pas une autre personne. On vous demandera quels sont vos atouts pour ce poste. Quels sont vos principaux défauts? Cette question peut être vue comme un piège par certains, mais on peut la préparer. Citez-nous un moment où vous avez été performant ou un moment où vous avez commis une erreur. Et il ne s'agit pas d'inventer. Vous pouvez également préparer une réponse à ça. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Donc, comment est-ce que vous vous projetez dans le futur? Quelles sont vos prétentions salariales? Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il n'avait pas su répondre à cette question quand on lui avait posé. Et avez-vous des questions pour nous? Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer de revisiter chacune de ces questions habituelles et voir quelles sont les réponses que vous pouvez préparer. La première question, parlez-nous de vous. Donc, je mets comme indice, il faut donner une réponse claire. Et pour donner une réponse claire, je vous propose un outil qui vous permet de préparer votre réponse. Je l'avais annoncé à la dernière séance. On appelle cet outil la proposition de valeur personnelle, PVP. En anglais, c'est Personal Value Proposition. La proposition de valeur personnelle, c'est un test que vous préparez. Vous préparez à l'avance. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez l'utiliser dans tout le processus de recrutement. La dernière fois, j'avais dit que vous pouvez l'utiliser pour rédiger la partie profil de votre CV. Et ici, vous pouvez également l'utiliser pour pouvoir répondre à la question « Parlez-nous de vous ». Donc, ce que je vous propose pour pouvoir écrire votre proposition de valeur personnelle, c'est de connaître votre passé. Donc, pouvoir dire je me nomme tel, je suis originaire de telle ville, ou bien je viens de tel endroit, etc. Votre présent, ce que vous avez étudié, votre domaine de spécialité. Donc, j'ai étudié l'informatique, je suis spécialiste de la sécurité informatique. Votre passion. Donc, de quoi êtes-vous passionné? Je suis passionné de cybersécurité, je suis passionné de... enfin, tout ce qui vous passionne et qui peut, comment dire, constituer une source de motivation dans votre travail. D'accord? Donc, ce sont des éléments que vous écrivez et qui peuvent vous permettre d'écrire votre proposition de valeur personnelle. Également, vous pouvez préparer vos qualificatifs. Généralement, quand vos amis vous décrivent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils disent il est une personne très sincère, il est une personne sur qui on peut compter? Est-ce qu'il est une personne très colérique? Est-ce qu'il est une personne très conviviale? On a envie de passer du temps avec elle. Est-ce qu'il est une personne qui motive? Donc, commencez à chercher à savoir qu'est-ce que vos amis pensent de vous. Cherchez généralement ce qu'ils pensent bien de vous et traduisez-les en adjectifs, en qualificatifs. Vos talents, vos aptitudes innées que vous avez du plaisir à utiliser en perdant toute notion de temps. Je donne un exemple. Vous avez par exemple du plaisir à vous occuper des enfants. Tout le monde ne sait pas s'occuper des enfants. Il y a certaines personnes qui perdent patience, par exemple. Mais vous, c'est vraiment inné chez vous. Les enfants aiment rester avec vous. Ils aiment passer du temps avec vous, etc. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'être aussi efficace avec les enfants? Comment est-ce que vous pouvez traduire ça en termes de talent? Est-ce que c'est parce que vous êtes très gentil? Est-ce que c'est parce que vous êtes d'une nature très joviale, etc.? Donc, il faut savoir identifier ce qui constitue pour vous un plus, un atout qu'il faut mettre en avant. Vos sources d'inspiration, ce dont vous avez besoin pour donner le meilleur de vous-même. Dans quel type d'environnement est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? Ça peut être très important de le savoir. Ça peut être un critère, par exemple, pour choisir le type d'environnement professionnel dans lequel vous avez envie d'être. Est-ce que vous avez envie d'être avec un patron qui est très directif, qui est, comment on dit, un micromanager? Ça veut dire que sur les toutes petites tâches, il est toujours là, essayer de surveiller comment est-ce que vous vous arrangez. Ou bien est-ce que vous préférez dans un environnement où vous avez la liberté de
de pouvoir proposer des choses, la liberté de pouvoir faire avancer les choses. Également, votre offre. Donc, c'est ça le contenu de la proposition de valeur personnelle. En tant que personne, ce que je suis, voici ce que je suis et voici ce que je promets. On peut également parler de vision ou bien de mission personnelle. Dans la vie, voici l'objectif que je vais atteindre. Et dans votre entreprise, voici ce que je vous promets, voici ce que je suis capable de faire, de vous aider à faire dans votre entreprise. Donc, ce sont autant d'éléments qui vous permettront de rédiger votre proposition de valeur personnelle. Alors, ici, je vais vous donner un exemple de proposition de valeur personnelle. Ça peut varier d'une personne à une autre. J'ai essayé de donner un exemple de quelqu'un qui est en sécurité informatique. Alors, on commence par le nom. Je me nomme tel. Je suis originaire de tel endroit. J'ai obtenu un diplôme de sécurité informatique parce que je veux contribuer à améliorer l'image de marque de mon pays qui s'est écornée en raison de nombreux scandales de cybersécurité. J'ai toujours été connu comme une personne réfléchie, cadrée et qui prend la mesure de toutes choses avant d'agir. On m'attribue également une bonne logique déductive, ce qui veut dire que je sais décomposer un problème afin d'obtenir plusieurs sous-aspects autour desquels organiser des interventions. En entreprise, je propose ainsi une grande capacité d'analyse et de proposition et je sais contribuer à installer une bonne ambiance de travail en déléguant et en soutenant le travail de mes pairs. Donc, quand vous dites parlez-nous de vous et que vous êtes capable de le faire en quelques mots, ça, vous l'avez dit au plus en 2 ou 3 minutes. Vous avez dit en fait comment dire, tout ce qu'on a envie de savoir sur vous pour pouvoir avancer. Alors, c'est important de savoir écrire une proposition de valeur personnelle parce que généralement, on ne sait pas parler de soi. Si vous voulez faire l'exercice, dès qu'on finit, allez dans la rue, rencontrer quelqu'un et dites à la personne « Bonjour, je m'appelle tel et vous ». Vous allez voir que la personne va vous dire, si c'est un étudiant, elle va vous dire « Je m'appelle nom, prénom, je suis étudiant en temps ». Et puis, c'est fini. Si c'est un professionnel, il va vous dire « Je m'appelle nom et prénom et je travaille à tel endroit ou bien je suis spécialiste de temps » et c'est fini. Donc, généralement, on se définit par ce qu'on a appris ou bien la profession qu'on fait. Alors qu'il y a tellement beaucoup d'autres choses qu'on peut dire sur soi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la proposition de valeur personnelle pour savoir ce que vous avez envie de dire sur vous, pour qu'on ait envie de continuer à parler avec vous. Très important. Ce que vous avez envie de dire sur vous, pour que votre interlocuteur ait envie de continuer à parler avec vous. Donc, nous passons à un deuxième point. Que savez-vous de nous? Alors, c'est la question qui est posée si l'information de l'entreprise qui recrute est connue. C'est important de le dire parce que si c'est un cabinet de recrutement qui fait le recrutement et que l'information de l'entreprise n'est pas connue, peut-être qu'on ne vous posera pas cette question. Mais si dans le profil de poste, si dans l'appel à candidature, vous savez déjà quelle entreprise recrute, il est très important de rechercher des informations sur l'entreprise. Alors, ce que vous devez pouvoir dire sur l'entreprise, c'est ce que vous savez de son secteur d'activité, qui est le responsable de l'entreprise ou au sein du département qui recrute, qui est le responsable. Qu'est-ce que vous savez des concurrents de l'entreprise? Quelles sont les offres concurrentes que ces personnes-là, que ces entreprises-là ont? Qu'est-ce que vous savez des principaux défis de l'entreprise? Qu'est-ce que vous savez des projets sur lesquels l'entreprise travaille? Pour pouvoir avoir ces informations, il faut chercher sur le site de l'entreprise, chercher sur les médias qui ont écrit des articles sur l'entreprise, par exemple. Cherchez sur LinkedIn, vous pouvez visiter des profils de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Vous pouvez également, c'est très important cet aspect, vous pouvez également conduire des entretiens informationnels. Donc, au préalable, avant le jour de l'entretien d'embauche, avoir discuté avec des gens qui travaillent au sein de l'entreprise. Et pour autant que l'information que vous demandez n'est pas une information confidentielle, espérez que cette personne puisse vous dire, par exemple, quels sont les projets sur lesquels travaille l'entreprise, etc. Si c'est les projets phares, c'est à peu près évident que vous trouverez l'information sur Internet, dans la presse, etc. Donc, ce sont des points sur lesquels vous pouvez intervenir si on vous demande ce que vous savez de l'entreprise. Ensuite, on vous demandera certainement pourquoi souhaitez-vous occuper ce poste. Et comme je l'ai écrit plus bas, c'est un test de motivation. Donc, il s'agit de dire votre motivation à occuper le poste. Il ne s'agit pas de répéter ce que vous avez écrit dans la lettre de motivation, mais en quelques éléments,
De démontrer votre intérêt pour le secteur d'activité de l'entreprise. Si le secteur d'activité de l'entreprise est en droite ligne avec la vision que vous avez pour votre projet professionnel, il faut pouvoir démontrer un intérêt pour vous. Votre intérêt pour la vision de ces dirigeants. Donc, est-ce que la vision de l'entreprise vous parle vraiment? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec la vision de l'entreprise? Démontrer un intérêt pour ça. L'ambition que vous nourrissez pour l'entreprise. Donc, quand je viendrai dans votre entreprise, voici ce que je voudrais pouvoir faire. Et le projet professionnel. Donc, le projet professionnel, c'est un document que vous avez écrit à l'avance qui vous permet de dire au plan professionnel, voici ce que je veux faire, voici ce qu'il me faut faire pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Voici mon ambition, ma vision. Et si votre projet professionnel est en lien avec la présence que vous pouvez avoir au sein de l'entreprise en occupant un tel poste, alors c'est très important de pouvoir le dire. L'ambiance de travail ou la culture d'entreprise. Donc, si vous appréciez particulièrement l'ambiance de travail, il y a des entreprises, par exemple, qui chaque année organisent des camps de retraite où le dirigeant vient, passe du temps avec ses employés, etc. Si vous aimez ce type d'ambiance et que vous avez envie de vivre cela, il faut pouvoir le démontrer lors du recrutement. Ensuite, pourquoi devons-nous vous choisir et pas un autre? Pourquoi devons-nous vous choisir et pas un autre? Là, j'ai mis retour au PVP, retour à la production de valeur personnelle. C'est qu'est-ce que vous proposez à l'entreprise qui lui permettra de vous choisir et pas un autre, qui permettra de vous identifier comme le candidat idéal et pas une autre personne. Donc, vous devez accrocher votre interlocuteur. Pourquoi est-ce que je dois vous choisir si je suis dans le jury? C'est si vous me démontrez que vous connaissez parfaitement le profil du poste, que vous semblez déjà épouser toutes les fonctions qui sont attendues de vous. Vous faites le lien entre le profil du poste et votre CV. Faire le lien, cela veut dire que vous démontrez qu'en réalité, vous avez tous les atouts qu'il faut pour pouvoir occuper le poste. Présentez également des réalisations que vous avez, des réalisations chiffrées, comme je l'avais dit, ou des projets qui peuvent être intéressants pour l'entreprise. Donc, si vous avez déjà fait des recherches que vous connaissez, les challenges ou les projets de l'entreprise, vous pouvez savoir, par exemple, quelles sont les pistes de réflexion que vous pouvez amener au sein de l'entreprise, quels sont les projets que vous avez qui peuvent intéresser l'entreprise. Parlez de vos aptitudes comportementales et ça revient également sur le PVP. Quels sont les qualificatifs que vous avez? Qu'est-ce qu'on dit de bien de vous et qui peuvent être très utiles en entreprise? Généralement, on parle des soft skills et parler de vos centres d'intérêt en lien avec le poste. Donc, trouvez le mécanisme pour mettre en lien les attentes du poste et ce que vous offrez en tant que candidat. Votre parcours, vos expériences, vos attitudes comportementales, vos relations avec les autres, ce que vous offrez de plus et qui forcément intéressera l'entreprise. Quels sont vos atouts pour ce poste? C'est en lien avec la question précédente, donc on va aller rapidement. Vous mettez en avance vos principales qualités, le lien entre le poste et votre passion. Rappelez votre projet professionnel en lien avec le poste et démontrez de la confiance dans ce que vous dites. C'est très important sans être arrogant. Si vous allez en entretien d'embauche, que l'impression que vous laissez au jury est que cette personne-là, il est très intelligent, il est très technique, il est très bon, mais il m'a l'air arrogant, il m'a l'air suffisant, il m'a l'air trop sûr de lui-même. Le recruteur n'aura pas envie de vous recruter parce qu'il aura peur que vous deveniez un problème dans l'entreprise. Une personne peut être très, très technique, très intéressante au plan technique, mais au plan personnel, venir être un fardeau pour ses collègues, être un problème à gérer pour le responsable des ressources humaines. Donc, immédiatement, il va dire, je n'ai pas envie de travailler avec une telle personne. Donc, trouver le mécanisme pour démontrer de la confiance. Démontrer de la confiance, c'est démontrer que vous savez de quoi vous parlez, mais également ne pas paraître trop arrogant, ne pas paraître trop suffisant. Quels sont vos principaux défauts? Alors, je mets ne pas paniquer. Je mets ça parce que, et j'ai déjà fait l'expérience,
quand on ne prépare pas des réponses à cette question, généralement, on se retrouve à ne pas savoir quoi dire parce que la principale peur, c'est qu'est-ce que je vais dire et qui ne va pas être pris comme une arme pour me frapper. Qu'est-ce que je ne vais dire qui ne va pas me déstabiliser, qui ne va pas constituer un handicap pour moi. Alors, on peut préparer des réponses à cette question sans pour autant paniquer. Généralement, ce qu'on conseille, c'est d'éviter de dire des défauts qui peuvent être vus comme un handicap pour le poste. Par exemple, si vous devez occuper un poste de responsable de l'accueil au sein d'une entreprise, vous êtes responsable de l'accueil, mais on dit de vous que vous vous énervez très rapidement. Vous n'avez pas envie d'aller en entretien pour dire, on dit de moi que je m'énerve très rapidement. Alors qu'on sait qu'en étant à l'accueil de l'entreprise, vous allez vivre toutes sortes de situations qui peuvent facilement vous conduire à vous énerver. D'accord? Vous allez vivre toutes sortes de situations qui peuvent vous conduire à vous énerver. Alors, ce défaut-là, il vaut mieux ne pas le dire durant l'entretien. Il faut trouver d'autres types de défauts qui peuvent ne pas être forcément vus comme un handicap pour le poste. Par exemple, on vous conseillera de présenter des défauts sur lesquels vous êtes en train de vous améliorer. Donc, je suis tel, je suis de nature taciturne, donc je ne suis pas du genre à beaucoup parler en groupe, mais je suis en train de travailler à m'améliorer pour pouvoir y arriver. Par exemple, je me suis inscrit dans un club service et je participe à des formations, je participe à des activités de groupe pour me forcer à parler en groupe. D'accord? Donc, vous présentez votre défaut, mais vous présentez également ce que vous êtes en train de faire pour améliorer le défaut. Vous pouvez également présenter des défauts qui n'en sont pas vraiment et qui peuvent être utiles au plan professionnel. Par exemple, je vais prendre la grande franchise. On dira de moi que je dis toujours je dis toujours ce que je pense. Alors, dans le milieu personnel, parfois, peut-être vos proches vous diront que c'est un défaut parce que vous ne prenez pas garde à ménager les sentiments des autres. Mais dans le milieu professionnel, d'une manière ou d'une autre, ça peut être vu comme ça peut être utile au niveau de l'entreprise, surtout si vous êtes dans un environnement où votre supérieur, par exemple, il aime qu'on lui dise ce qui est. Donc, ce n'est pas une personne qui aime qu'on le caresse dans le sens du poil. Généralement, on a peur de dire la vérité au supérieur parce qu'on a peur de... Si, par exemple, il propose un projet et vous savez qu'il est dans l'erreur, on a peur de lui dire qu'il est dans l'erreur. Alors que si vous ne le dites pas, il conduit l'entreprise en réalité dans l'erreur. Donc, pouvoir dire, on dit de moi que je suis très franc, ça peut être intéressant pour ce type de recruteur-là. Je vous propose quelques exemples. Je suis parfois trop pointilleux. Donc, pointilleux, ça peut être vu comme un défaut dans un contexte, mais dans le contexte du travail, dans le contexte professionnel, ça peut être vu comme quelque chose d'intéressant. Parce que je suis trop pointilleux, cela me permet de délivrer un service de qualité. Donc, je sais toujours aller voir dans les moindres détails pour pouvoir éviter les défauts. Je suis souvent impatient. Donc, impatient parce que j'ai une grande capacité de production et généralement, quand mes collègues n'arrivent pas à suivre, je les pousse à suivre mon rythme de travail. Pour un recruteur, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un comme ça parce qu'on sait que lui, il aime mener ses projets, il aime mener ses tâches jusqu'au bout et il aime le faire avec célérité. Alors, on dit de moi que je suis têtu et que je ne lâche pas facilement l'affaire. Mais je préfère penser que je ne me laisse pas convaincre facilement et que j'analyse tous les aspects du sujet avant de prendre une décision. Donc, vous dites que vous êtes têtu, c'est un défaut, mais vous montrez que dans le milieu professionnel, ce défaut-là peut être utile d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, nous continuons. Citez un moment où vous avez été performant ou commis une erreur. C'est une question hypothétique, comme je l'ai dit. Le recruteur ne veut pas forcément mesurer, évaluer l'erreur que vous avez réalisée ou bien évaluer la performance que vous avez eue. Mais il veut voir comment est-ce que vous vous êtes comporté dans cette situation-là pour pouvoir déterminer comment vous vous comporterez si vous vous retrouvez dans une situation pareille. Alors, encore une fois, il y a une technique pour pouvoir répondre à ce type de questions.
La technique, c'est la technique STAR. On appelle ça STAR. STAR, S qui représente situation, T qui représente la tâche, A qui représente l'action et R qui représente le résultat. STAR. Alors, la situation. Je donne un exemple. Parlez-nous d'une fois où vous avez commis une erreur au plan professionnel et comment cela s'est passé. Donc, la situation, c'est j'étais nouvellement venu dans une équipe et j'étais l'assistant d'un chef de projet. Donc, vous présentez la situation. Quelles étaient les tâches? On m'avait confié la tâche de rédiger tous les comptes rendus de réunion. Qu'est-ce que vous avez commis comme une erreur? Donc, l'action. J'étais tellement poussé par ma volonté de bien faire que j'ai produit un compte rendu que j'ai transmis à la hiérarchie sans prendre l'aval de mon supérieur. Alors, quel est le résultat que cela a eu? C'est que mon supérieur s'est retrouvé obligé de s'expliquer face à des informations erronées que j'ai transmises. J'ai compris de cette expérience qu'il fallait utiliser un double niveau de vérification pour assurer la fiabilité de l'information. Donc, vous avez présenté la situation. Vous avez présenté ce qu'on vous avait confié comme tâche. Vous avez confié ce que vous avez fait. Vous avez présenté les résultats. Et vous avez fini en disant ce que vous avez retenu comme leçon. Pour le recruteur, quand vous lui présentez ça de cette manière, il sait que dans cette situation, voici comment vous avez réagi, voici ce que vous avez retenu comme leçon. Donc, si la même situation devait se représenter, voici ce que vous ferez ou voici les leçons que vous avez tirées et voici ce que vous ne ferez pas parce que vous savez, vous avez vu les conséquences de ce que vous avez déjà fait. D'accord? Donc, vous expliquez au recruteur ce que vous avez fait, ce que vous avez tiré comme leçon et lui, il sait que cette personne-là, dans une pareille situation, voici comment elle réagira. Donc, vous pouvez donner certainement d'autres types de réponses. Les situations peuvent varier, mais la méthode de présentation de la situation, donc la méthode STAR, devrait vous permettre d'aller de ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous avez retenu. Alors, nous finissons bientôt. Nous avions 10 questions, nous sommes à la 8e. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Et je vous propose de revenir à votre projet professionnel. Si vous avez rédigé votre projet professionnel, vous avez déjà établi vos horizons pour 5 ans ou pour 10 ans. Donc, dans 5 ans ou dans 10 ans, voici là où je me vois. Voici ce que je me vois en train de faire. Dans 5 ans ou dans 10 ans, voici là où je me vois. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, vous pouvez prendre appui sur votre projet professionnel. Vous pouvez exposer votre vision d'évolution professionnelle. Donc, d'ici 5 ans, si j'ai commencé en tant que technicien, d'ici 5 ans, je me vois soit en tant que chef d'équipe ou bien soit en tant que directeur de projet, etc. Vous pouvez également utiliser cette question pour démontrer votre enthousiasme à performer au sein de l'entreprise. Donc, avec un tel poste, si je suis recruté à un tel poste, d'ici 5 ans, j'aurais permis à l'entreprise d'atteindre tel ou tel résultat. D'ici 5 ans, je serai en train d'occuper telle fonction au sein de votre entreprise. Donc, si vous me recrutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que technicien, si la position hiérarchique, je veux dire, le supérieur hiérarchique de ce poste de technicien-là, si c'est un chef de service ou bien si c'est un directeur, voilà. D'ici 5 ans, je crois que j'aurai prouvé mes aptitudes, mes capacités professionnelles et je me vois en train d'occuper le poste de chef de service ou bien de directeur. Donc, vous essayez d'être général sur vos objectifs. Vous démontrez à l'entreprise que soit vous avez envie de faire carrière au sein de l'entreprise, soit vous avez de l'ambition pour vous-même et que vous êtes prêt à travailler pour cela. Donc, un exemple. Mon moteur au plan professionnel est de me distinguer par la qualité des services que je fournis. Pour cela, donc, je me vois d'ici 5 ans au sein d'une équipe partageant avec moi une vision forte et réalisant des projets qui contribuent à améliorer les conditions de vie de nos bénéficiaires. Donc, je souhaite d'ici 5 ans dans cet environnement favorable à l'innovation et au succès. C'est un exemple. On peut certainement trouver d'autres types d'exemples. Alors, quelles sont vos prétentions salariales? J'ai écrit comme indice, n'évitez pas la question. Donc, ne botez pas en touche, ne dites pas, bon, je vais prendre ce que vous m'offrez. Ça, c'est
très grosse erreur que vous feriez. Donc, comment répondre à cette question-là? Je vous propose de démontrer votre connaissance de votre valeur en répondant avec des chiffres. Donc, vous proposez comme chiffre, par exemple, un salaire net mensuel. Le salaire net, c'est le salaire que vous recevez, ce qui va tomber chaque mois dans votre compte en banque. Il est différent du salaire brut qui comprend les impôts et qui comprend également la cotisation sociale. Donc, dites le salaire net, ça vous permet d'avoir une idée précise de ce à quoi vous vous attendez chaque mois dans votre compte en banque. Utilisant des informations sur les salaires qui se pratiquent dans la profession ou bien dans l'entreprise. Si vous avez réussi à avoir l'information sur les salaires qui se pratiquent dans l'entreprise ou bien dans le secteur d'activité, donc peut-être pas dans cette entreprise précisément, mais dans les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, qui ont à peu près les mêmes profils de poste, quels sont les salaires moyens qu'il y a? Donc, vous n'allez pas dans une entreprise où vous savez que pour votre profil, pour votre diplôme, pour votre expérience, le salaire moyen peut être de 150 000, mais vous allez en entretien, vous dites que vous voulez soit un salaire de 400 000 ou bien un salaire de 80 000. Dans les deux cas, vous vous tirez une balle dans le pied. Dans le cas où vous dites un salaire trop élevé, c'est que vous êtes trop hors de la réalité. Personne ne vous prendra au sérieux. Quand vous dites un salaire moins élevé, c'est que vous êtes en train de vous vendre trop bas. Ce que je vous propose, c'est que si vous arrivez à connaître le salaire moyen au sein de l'entreprise, c'est que vous majorez un peu de 10 à 20%. Bon, je ne suis pas très fort en calcul, mais si le salaire moyen est de 100 000 francs, vous pouvez dire je prétends à un salaire de 110 000 ou bien 120 000 francs. Cela permet d'entamer la négociation. Vous pouvez également proposer une fourchette de prix. Donc, je propose un salaire entre 100 000 et 140 000. Vous savez que c'est une fourchette de prix et ça vous donne des capacités de négociation avec l'entreprise. Donc, un exemple, je pense que j'accepterai une rémunération nette mensuelle comprise entre, donc vous dites les fourchettes de prix entre, si le salaire net, si le salaire, je veux dire, moyen au sein du secteur d'activité est de 250 000, donc vous pouvez dire, je propose un salaire entre 260 000 et 300 000 ou bien 320 000, etc. Vous savez que, de toutes les façons, si l'entreprise sait déjà qu'elle vous paiera 250 000, vous avez une capacité de négociation, si c'est possible de négocier. Nous pourrons également discuter des avantages hors salaire que vous offrez. Donc, je serai heureux de connaître celles que vous proposez. Avantages hors salaire, c'est si l'entreprise vous offre, par exemple, l'assurance maladie, si elle vous offre des bons d'essence, etc. Donc, c'est le moment d'en discuter avec l'entreprise, avec le recruteur. Et pour finir, avez-vous des questions pour nous? Alors, ne dites pas « Non, je suis content, je suis satisfait. Non, je n'ai pas de questions. » Je vous propose de ne pas botter en touche. Donc, posez des questions. Vous pouvez poser des questions sur les projets actuels de l'entreprise, sur la culture d'entreprise, sur la communication au sein de l'entreprise, sur les valeurs partagées au sein de l'entreprise, sur l'organisation hiérarchique et les liens de rattachement du poste. Si vous n'aviez pas déjà eu cette discussion-là durant l'entretien, vous pouvez également poser une question au recruteur. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans mon CV? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Donc, vous démontrez toujours de l'intérêt pour l'entreprise, mais surtout, ne posez pas des questions, on va dire des questions évidentes. N'allez pas demander, par exemple, au recruteur qui est le directeur général de l'entreprise, alors que cette information-là est publique, ça peut se trouver n'importe où. Ou n'allez pas poser des questions sur des sujets dont vous avez déjà discuté tout au long de l'entretien. Donc, je vous propose de toujours paraître intéressant quand vous prenez la parole durant l'entretien. Alors, et après l'entretien, je voudrais également insister sur le fait que vous devez donner des réponses précises et concises. Donc, il ne s'agit pas de discourir. Ne prenez pas, par exemple, 10 minutes à répondre à une question.
Prenez entre 3, 4 ou 5 minutes pour répondre à chaque question. Soyez vraiment précis, donnez des informations pertinentes et précises. Alors, l'entretien d'embauche est fini. Vous êtes plutôt content de vous-même. Vous avez bien performé et vous êtes rentré chez vous. Qu'est-ce que vous faites après l'entretien? Alors, je vous propose de revisiter les notes que vous avez prises durant l'entretien. Quand vous avez discuté, quelles sont les notes sur lesquelles, quelles sont les notes que vous avez prises? Est-ce que vous avez pu, durant l'entretien, vous rendre compte que vous aviez des difficultés à répondre à certaines questions? Ça peut être intéressant de les noter pour savoir que pour les prochaines que vous aurez, vous devrez vous préparer davantage. Alors, vous faites le bilan de ce qui s'est bien passé, de ce qui ne s'est pas bien passé. Ça vous permet de vous préparer, comme je l'ai dit, pour les prochains entretiens que vous aurez. Envoyez un mail de remerciement au bout de 24 heures si vous disposez d'une adresse de contact. Si on vous a écrit, si on vous a invité à l'entretien d'embauche par email, envoyez un mail de remerciement. Relisez votre CV pour voir s'il y a des pistes d'amélioration. Donc, durant l'entretien, si vous avez pu noter des points sur lesquels vous avez été mis en défaut et que vous pouvez améliorer sur votre CV, c'est le moment de le faire. Relisez votre CV et corrigez s'il le faut. Et je vous propose également de faire une relance de suivi. Donc, une relance de suivi, c'est quelques jours après l'entretien. Si vous n'avez toujours pas eu de réponse, vous pouvez envoyer un mail pour voir, juste pour demander des nouvelles, voir si le processus de sélection est fini. Si, par exemple, quelqu'un d'autre avait déjà été sélectionné, vous pouvez poser cette question-là. Donc, faire une relance de suivi pour être fixé de ce qui se passe actuellement. Alors, nous allons finir. Nous allons finir avec les points essentiels à retenir. Après avoir présenté les points essentiels à retenir, je vais vous inviter à poser vos questions et nous allons lancer le débat. Les points essentiels à retenir. Alors, je vous propose quelques minutes. Je n'arrive pas à voir le premier point sur mon écran. Je vous propose d'éviter d'arriver en retard. Alors, je vous le propose. Vous pouvez décider si vous estimez que le retard a une valeur professionnelle. Vous pouvez décider de tester et venir 30 minutes en retard et voir. Vous pouvez me dire après quels sont les résultats que vous avez obtenus. Mais moi, je vous propose d'éviter d'arriver en retard. Évitez également de paraître débraillé. N'allez pas en entretien en portant des tapettes, en portant un jean destroy, en portant une jupe mini, ultra courte, en portant une chemise froissée, non repassée, etc. En ayant des cheveux non peignés. Donc, ayez une image propre sur vous, une image professionnelle. Je vous propose d'éviter également de réciter des réponses préparées à l'avance. Si vous le faites, ça va se voir immédiatement que vous êtes en train de réciter des réponses. Ce qui fait que quand on va vous poser une question qui ne sera pas parmi les questions que vous avez préparées à l'avance, vous serez immédiatement déstabilisé et ça va se voir. Et je parie que le recruteur va en profiter pour pouvoir continuer à vous déstabiliser jusqu'à ce que vous perdiez toute contenance. Donc, évitez de réciter des réponses préparées à l'avance. Évitez également de ne pas maîtriser tous les éléments de votre CV. Si vous avez mis des choses sur votre CV et qu'on vous pose des questions là-dessus et que vous vous mettez à balbutier, c'est que soit vous avez mis des informations erronées sur votre CV, soit vous ne savez pas ce que vous dites. Si vous dites, par exemple, sur votre CV, j'ai passé une certification en gestion des projets et que durant l'entretien, on vous demande quels ont été les prérequis pour obtenir cette certification, on vous pose des questions sur la certification et que vous vous mettez à balbutier, vous avez oublié que vous avez écrit ça sur votre CV, vous êtes en défaut immédiatement et je parie que le recruteur va en profiter. Alors, évitez de manquer de franchise dans vos réponses. Évitez de dire ce qui n'est pas vrai. Ne pensez pas que en mentant ou bien en augmentant la réalité, vous allez paraître au top de votre niveau.
si ça marche durant l'entretien, ce dont j'en doute, à un moment donné, vous serez rattrapé. Donc, évitez de manquer de franchise. Évitez également de dénigrer votre ancien employeur. Donc, ne venez pas en entretien d'embauche pour venir dire du mal de votre ancien employeur. Parce que d'abord, vous ne connaissez pas le réseau du recruteur. Vous pouvez être en train de dire du mal de l'ancien employeur. Il doit prendre son téléphone et l'appeler directement pour lui dire, tiens, j'ai devant moi une telle personne qui est en train de dire telle chose de toi. Vous serez immédiatement déstabilisé. Et également, si vous venez dénigrer quelqu'un, c'est que vous donnez l'impression de quelqu'un qui colporte des ragots ou bien... en tout cas, vous donnerez une image négative de vous. Évitez également de vous dévaloriser. Alors, surtout sur la prétention salariale, n'allez pas dire, vous connaissez à peu près le salaire moyen, mais vous estimez que si vous demandez un salaire en dessous du salaire moyen, vous pensez que vous aurez plus de chances. Alors, vous êtes en train de vous dévaloriser. Si vous dévalorisez sur le plan de votre salaire, vous dévaloriserez, enfin, l'impression que moi j'aurai, c'est que vous dévaloriserez également le travail que vous ferez. Donc, je n'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui ne donne pas de la valeur à ce qu'il fait. Donc, en tant que recruteur, je ne vous recruterai pas. Dévalorisez votre prétention salariale, je l'avais dit. Évitez de paraître trop arrogant, je l'avais dit également. Évitez de prendre beaucoup de temps. Ici, j'ai proposé 3 minutes, mais prendre beaucoup de temps pour répondre aux questions. On a l'impression que vous ne parlez que de vous, que vous aimez parler de vous. Ce n'est pas très intéressant. Évitez de ne pas faire de recherche sur l'entreprise. Évitez de ne pas avoir de questions à poser. Donc, nous avons fini sur cet aspect-là. Préparez toujours, si on vous donne la possibilité, 1 ou 2 questions à poser. Et pour finir, évitez de vous laisser distraire par votre téléphone. Donc, soit vous le mettez sur vibreur, sur silencieux. Ne mettez pas votre téléphone à côté de vous. Mettez-le dans votre sac pour ne pas être distrait par les notifications qui vont apparaître sur votre téléphone. Donc, c'est sur ces points que je voudrais mettre un thème à mon discours qui dure quand même depuis bientôt 1 heure. Je vais vous donner la parole, mais avant de vous donner la parole, je voudrais introduire mon ami Arnaud Tonouewa qui est avec nous et qui va également répondre à certaines des questions que vous allez poser. Alors, Arnaud Tonouewa, pendant de nombreuses années, travaillé dans un cabinet de recrutement, dans un cabinet RH de la place. Donc, il a été à de très nombreuses reprises dans des jurys de recrutement et il a été confronté à cet exercice à de très nombreuses reprises. Ensuite, il a été responsable des ressources humaines d'une structure internationale de la place pendant quelques années et il a également vécu ces situations de recrutement. Et il est aujourd'hui dans une autre entreprise où il est confronté également, certainement, j'en suis sûr, à ce type de situation d'entretien d'embauche. Donc, en préparant vos questions, ne posez pas que des questions à moi, ne posez pas que des questions sur la présentation. Tout ce que vous pouvez chercher à savoir sur un entretien d'embauche, préparez des questions, posez ces questions-là. Je suis sûr que nous pourrons, Arnaud et moi, trouver des réponses aux questions que vous allez poser. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions. La parole est libre, hein. Soit vous pouvez lever la main pour poser des questions, soit vous ouvrez votre micro et vous y allez directement. Allô? Oui, allô? Bon, Oui, je vous remercie bonjour. pour la présentation, oui. Je peux passer? Orlandina passe et ensuite Monsieur Abdul Wahab. Ok, merci. Donc, je disais que je vous remercie pour la présentation. Elle a été très intéressante et beaucoup détaillée également.
Ma question, c'est concernant la négociation du salaire. Comment est-ce que ça se fait? Vous avez dit qu'on peut ajouter un pourcentage de 10 à 20% sur le salaire moyen de la profession ou de l'entreprise. Maintenant, comment mener la négociation? Vous avez aussi dit qu'il y a parfois pas moyen de négocier. Comment gérer la situation de ces cas-là? Je vous remercie. Très bien, merci. Je propose qu'on prenne 5 questions. On essaie de répondre à ces questions-là et ensuite on revient pour prendre d'autres questions. Oui, bonjour monsieur. Oui, monsieur Wahab. Oui, merci pour tout ce que vous nous avez dit pour réussir un entretien. Ma question va également aborder le côté salaire. Oui. Et si on n'a aucune idée de combien les agents de la structure, par exemple, sont payés, comment est-ce qu'il faut dire son salaire? D'accord. Je vais vous donner un petit exemple. J'étais allé en temps à un entretien. Moi, je suis journaliste et spécialiste en marché public. Donc, j'étais allé à l'entretien pour le poste de spécialiste en passation des marchés publics. Et lors de l'entretien, j'ai tout dit. Ils ont dit, frère, tu as un bon CV, tu as de l'expérience. Mais côté salarial, moi, je les ai dit que je veux un salaire entre 500 000 et 700 000 pour le poste de spécialiste. Et ils m'ont dit, est-ce que du travail à faire, la tâche qui m'attend, qui a fait que j'ai voulu que le salaire soit entre 500 et 700 000. Bon, après l'entretien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai envoyé un message de relance pour voir un message de suivi de l'entretien. Et c'est après la dame qui a conduit l'entretien, qui était la présidente du jury de l'entretien, m'a dit que proposer un salaire trop pour eux. Bon, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Bon, merci beaucoup. Nous allons prendre Josias. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Merci pour votre présentation. Et en fait, je voudrais poser une question sur la présentation lors de nous de vous. Et si je devais parler de moi-même, par exemple, j'ai un projet professionnel et qui est d'ouvrir une entreprise, bon, pareil, dans l'entreprise à laquelle j'ai déposé une entreprise pareille à celle dont je rêve de travailler, quoi. Donc, à la fin, pour moi, mon objectif, c'est d'avoir des expériences à partir de cette entreprise pour pouvoir et si je devais parler de moi-même, et je vais parler de mon projet professionnel, est-ce que je devrais dire ça? Sinon, je vois que le recruteur va prendre ça comme je suis là pour avoir de leurs faiblesses et pouvoir être un potentiel concurrent dans le futur. Donc, je ne sais pas si je dois parler que j'ai envie de créer une entreprise à la fin ou bien. C'est mon inquiétude. Merci beaucoup. J'avais vu Giorgio. Giorgio. Bon, prenons Marius alors. Marius. Oui, bonjour monsieur. Oh, c'est pas Marius, c'est Borona. Moi,
performance et je crois que l'erreur, je crois. À ce niveau, si par exemple, moi, je n'ai pas encore eu d'expérience professionnelle en tant que telle pour pouvoir, disons, m'exposer à un cas pareil. Bon, sur ce point, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, il faut dire, bon, je n'ai jamais vécu ça. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut dire à ce point? Il faut reprendre le début de la question. Je n'ai pas bien compris. Bon, il y a un point dans lequel vous avez parlé de la performance et l'erreur. C'est tout comme si, bon, disons, compte tenu de mon expérience, j'ai eu à faire d'erreurs quelque Ok, part. d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, si Aimé? je n'ai jamais... Oui, bonjour monsieur. Toujours pour la question du salaire. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est dans toutes les conditions? Il faut le salaire, même si c'est sur une marge. Et dans quelles conditions on pourrait dire j'accepterai les marges salariales proposées par l'entreprise? Merci, monsieur. Donc, est-ce que c'est dans toutes les conditions qu'il faut négocier, c'est ça? Oui, est-ce que c'est dans toutes les conditions il faut fixer le salaire sur une marge? Et dans quelles conditions on peut dire j'accepterai la marge salariale proposée par l'entreprise? Ok. Ça nous fait 4 questions. On va prendre une dernière. Sosten, Saucy. Bonjour monsieur, et merci pour la présentation. Et je m'en vais sur la règle STAR, situation, tâche, action et résultat. Et au cas où le résultat serait négatif, par exemple, une faute a été commise et le résultat est le licenciement de l'agent en question. Comment mettre en valeur, puisque vous avez dit, si on a commis une erreur et ça nous a appris une leçon, on va la valoriser. Maintenant, mis après ça, et côté salaire, et si on n'a pas l'information, comment on va aller répondre à la question prétention salariale? Très bien, merci. Merci beaucoup. Je crois que nous avons eu 5 questions. Je vais prendre Émile Gagnon et puis ça va faire la 6e. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. J'espère que vous me recevez. Oui. Okay. Merci. J'ai pris le train en marche, mais à travers les questions, j'ai compris un peu les échanges, l'objet des échanges. Je voudrais demander déjà, lorsque pour constituer un dossier, ou bien dans l'offre, on nous demande d'annoncer la prétention salariale. À quel niveau il faut l'inscrire? C'est au niveau de la lettre de motivation qu'il faut mettre, ou bien c'est dans son message, dans le message électronique, lorsque le dossier doit être envoyé par voie électronique. Donc, voilà la question que je voulais poser. Merci. Bien. Merci beaucoup. Alors, je note que la majorité des questions portent sur le salaire. Bon, je nous félicite d'être aussi ambitieux. L'ambition, c'est de penser que l'entretien d'embauche se passera très bien et que nous réfléchissons déjà à comment négocier notre salaire. Donc, félicitations à nous tous. Ce que je vais faire, je vais regrouper toutes les questions qui portent sur le salaire et je vais demander à Arnaud de bien vouloir nous aider à trouver des réponses. Donc, la première question, c'est comment négocier le salaire et que faire s'il n'y a pas de moyen de négocier? Je vais m'assurer qu'Arnaud est avec nous. Arnaud, tu es là? Oui, je suis bien là. Merci beaucoup d'être présent pour cet entretien qu'on a avec nos amis. Je suis sûr que nous allons beaucoup bénéficier de ton expérience, surtout sur la question des salaires qui paraît très difficile à résoudre.
J'espère. Donc, comment négocier le salaire? Que faire s'il n'y a pas de moyen de négocier? Bon, voilà. En fait, déjà, lorsque vous partez en entretien, on demande de se renseigner sur le poste dans l'entreprise. Et puis, ça me permet rapidement de faire un retour sur le volet technique. Non seulement il faut connaître l'entreprise, il faut connaître le poste, mais il faut connaître le poste dans cette entreprise-là, parce qu'un caissier à BOA, ce n'est pas le même poste qu'un caissier à la quincaillerie taillon et vis. Donc, il y a une différence fondamentale. Et ça, il faut maîtriser le poste de caissier à la BOA si c'est pour cet entretien-là que vous partez. Premier élément. Ça permet de revenir rapidement sur la question des salaires. Il faut se renseigner. Vous pouvez ne pas connaître les salaires de la banque, de la BOA, mais vous pouvez avoir des salaires de comparateurs. On peut avoir un salaire de caissier chez UBA, on peut avoir un salaire de caissier chez EcoBank, et on peut faire une petite estimation sur cette base. Dans tous les cas, la question du salaire ne devrait pas comporter de stress pour le candidat. Il s'agit pour le candidat d'évaluer ce qu'il s'est fait, d'évaluer le poste et puis de pouvoir dire sur cette base-là ce que ça va coûter à l'entreprise de pouvoir le recruter. Et pour pouvoir faire une analyse juste, vous pouvez vous servir des grilles qui sont proposées par l'État suivant le niveau de formation, tout en les majorant, sachant que ces grilles étaient en vigueur depuis plus d'une dizaine d'années, de majorer ces grilles-là pour avoir une petite idée pour bien vous positionner par rapport au salaire. Du coup, pour moi, c'est ce que je peux vous apporter rapidement comme réponse. Donc, on peut voir au niveau des comparateurs, on n'est pas tenu de chercher à savoir ce que le poste gagne dans l'entreprise dans laquelle on va, mais on peut voir au niveau des comparateurs également. J'ai entendu dire quelqu'un que comment est-ce qu'on fait si la bonne inférieure, on ne peut pas négocier en dessous. Ce qui est sûr, si le recruteur qui vous appelle, il est professionnel, si vous demandez 1 milliard de salaire alors que je n'ai que 50 000 à proposer, je vous rappelle et je vous dis, monsieur, vous avez demandé 1 milliard, nous n'avons que 50 000. C'est pour ça qu'il ne faut, enfin, moi, je ne conseille pas au candidat de dire à un entretien, ma prétention salariale est non négociable. Si vous voulez du poste, dites toujours que c'est négociable. Si vous estimez que la bonne inférieure que vous avez donnée, c'est-à-dire, par exemple, vous avez dit entre 200 000 et 250 000, et vous estimez que vous ne pouvez pas prendre en dessous de 200 000, laissez toujours cette ouverture-là pour dire qu'elle est négociable. Du coup, si les gens vous rappellent et que vous estimez que, bon, à 199 000, je ne suis pas preneur, vous leur dites, bon, OK, voilà, ça, je suis à 199 500. OK, d'accord. Mais si vous dites qu'elle n'est pas négociable, il y a les recruteurs peu professionnels qui se disent systématiquement, bon, ces gens-là, on ne peut pas les rappeler, ils vont ne pas les rappeler parce qu'ils ont déjà dit que la présentation n'est pas négociable. Alors que le candidat se dit qu'il se valorise en disant qu'on ne peut pas négocier sa prétention salariale. Si le recruteur, il connaît son job, il va vous rappeler, il vous dit, bon, écoute, on a 50 000, est-ce que tu es preneur? Vous allez dire oui ou non. Mais s'il n'est pas professionnel, sur ce seul critère, il peut déjà écarter votre candidature. Dans tous les cas, ne stressez pas par rapport à cette question et pas discuter des questions de salaire avec eux. Je ne sais pas si j'ai pris en compte tous les aspects relatifs à la rémunération. Je crois qu'il y a une question, il y a encore 2 questions relatives à la rémunération. Une qui est de savoir dans quelles conditions on accepte ce que propose l'entreprise. Et une autre qui est de savoir quand l'appel à candidature vous demande d'inscrire la prétention salariale, est-ce qu'il faut le mettre dans la lettre de motivation ou bien dans l'email de candidature? Oui, il faut mettre ça sur la lettre de motivation. Moi, je propose aux gens de mettre au bas de la lettre de motivation, prétention salariale de points, de mettre le montant. Okay. Donc, il ne faut pas, parce que ce qui est compliqué, et puis il faut laisser ça à un endroit où on peut, il ne faut pas laisser ça dans le corps de la lettre parce que le recruteur peut être 500 dossiers. Il veut rapidement voir cette information-là pour la noter et du coup, vous l'obligez à lire une lettre de motivation. Et ça, je vous révèle un secret, nous ne lisons pas toujours les lettres de motivation de façon très honnête. Parce que vous avez 500 dossiers, vous n'avez pas le temps d'aller voir. C'est lorsque vous êtes en entretien et que vous ennuyez le jury, que le jury commence à lire la lettre de motivation pour voir si on peut vous coller encore une question
pour vous fatiguer. Donc, il ne faut pas vous attarder là-dessus de façon particulière. Il faut juste mettre ça au-dessus de la lettre de motivation. Et puis, l'autre question, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec la négociation, bien vous refusez, il n'y a pas 36 mesures. On me propose, je gagne par exemple 500 000 aujourd'hui. On me dit, nous, on paye 400 000 pour le poste. Je ne suis pas preneur parce que j'estime que, bon, pour le confort que j'ai dans mon travail aujourd'hui, l'environnement de travail, rien ne me presse, rien ne me force à partir. Pourquoi est-ce que je vais prendre moins que ce que je gagne actuellement pour aller découvrir quoi? Donc, ça dépend vraiment de vos souhaits et de vos besoins. Et si vous estimez que vous pouvez vivre avec moins et que l'environnement dans lequel vous allez va vous ouvrir d'autres opportunités de progression, c'est un choix que vous pouvez faire aussi de retourner dans cet environnement-là avec un peu moins que ce que vous gagnez actuellement. Mais s'il n'y a pas de contraintes qui vous forcent à partir de là où vous êtes, je ne sais pas pourquoi est-ce que je partirais pour moins que ce que je gagne aujourd'hui. Mais parfois, l'environnement est tellement désagréable qu'on a envie de repartir pour un peu moins. Donc, ça dépend de chacun, ça dépend de vos aspirations, de vos souhaits, de vos besoins. Et puis, c'est par rapport à ça qu'on dit oui, j'accepte ou non, je refuse. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions relatives au salaire, à la rémunération. Je voudrais juste m'assurer qu'il n'y en a plus. On va passer aux autres questions. Plus de questions sur le salaire? Très bien. Donc, nous allons continuer sur les autres questions. Il y a une question qui me paraît très intéressante, c'est un jeune qui veut à la longue ouvrir une entreprise, créer son entreprise et pour cela voudrait avoir de l'expérience dans une entreprise actuelle qui travaille dans le même domaine que le domaine auquel il se destine. Donc, comment est-ce qu'il répond à la question? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Comment est-ce qu'il répond sans se flécher, se piéger, sans donner l'impression au recruteur qu'il veut à la longue devenir un concurrent de l'entreprise actuelle? Dans tous les cas, si en tant que bon béninois, vous me dites que vous comptez créer une entreprise comme la mienne d'ici 5 ans, je ne suis pas très sûr d'être très emballé par votre candidature. Oui. Et ça, je vous le dis de façon honnête. Vous savez, vous n'auriez pas menti en ne disant pas que vous voulez ouvrir une entreprise. Vous auriez juste fait économie de vérité. Vous n'êtes pas tenu de le dire à celui qui vous recrute. Vous voyez où dans 10 ans, dans 5 ans, vous voyez à progresser dans la même fonction. Et là, il faut étudier la nomenclature des fonctions, l'hiérarchisation des postes pour voir après votre poste éventuellement à quoi est-ce qu'on peut prétendre et puis faire ce détail-là, faire le bon discours. Mais si vous me dites que vous allez ouvrir une entreprise comme la mienne d'ici 5 ans, il est possible que je commence par me dire, bon, attention, ce gars-là, il a des projets qui sont trop ambitieux, alors que moi, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je peux travailler. Et je pense que le candidat, que l'auditeur demandait aussi à savoir par rapport à la présentation du candidat, est-ce que ce sont des éléments qui peuvent ressortir? Non, vous n'avez pas à ressortir ce genre d'éléments-là. Vous pouvez parler de votre passion pour le domaine si vous êtes en présentation. Parlez de votre passion pour le domaine. Je suis particulièrement passionné par j'aime faire ceci, j'aime faire cela. Vous pouvez même parler de quelques réalisations que vous avez déjà faites par le passé dans ce domaine-là pour montrer quel est l'intérêt que vous avez pour le secteur. Mais si vous allez vers le volet de la création d'entreprise, ça peut vous pénaliser. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Je crois que nous avons une autre question sur l'expérience. Donc, tout à l'heure, je disais que pour une mise en situation, le jury peut demander au candidat, parlez-nous d'une situation où vous avez commis une erreur et comment cela s'est passé. Et quelqu'un me demandait, pour un jeune diplômé qui n'a pas encore vécu de situation professionnelle, comment est-ce qu'il pourra parler d'une erreur? Oui, dans ce cas-là, il suffit de rappeler au recruteur que vous avez une petite expérience ou que vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, du coup, vous n'avez pas été confronté à ce genre de situation-là, mais que s'il le souhaite, vous pouvez partager avec lui un échec que vous avez vécu sur le plan des études, sur le plan des activités extra-professionnelles. Ça peut être intéressant pour le recruteur d'écouter une histoire comme ça. Mais attention, dans le choix des exemples qu'on donne, il faut s'assurer de ne pas donner de très mauvais exemples. Je prends par exemple le cas d'un DRH qui licencie quelqu'un au mépris de toutes les règles sociales, de toutes les règles qui sont prévues par le code du travail et qui dit, il rencontre le magasinier le matin, il y a une altercation les deux et puis il dit au gars, entre chez toi, tu es licencié.
je prends une situation comme ça. Si vous venez à un entretien que vous me dites non, bon, ça c'est une erreur que j'ai commise, donc j'ai senti le magasinier comme ça un beau matin, croyez-moi, moi je ne vous recruterai pas. Même si c'est... Parce que c'est vrai que ce que je recherche sur cette question-là, c'est l'honnêteté du candidat, mais ça me permet également d'évaluer le degré d'erreur. Et je sais que dans ces conditions-là, habituellement, le candidat n'est pas très franc. Donc, j'apprécie l'honnêteté des candidats qui donnent de vrais exemples d'erreurs qui ont été commises. Et ça, c'est un point fort pour ces candidats-là. Mais si vous allez jusqu'à donner un exemple qui est un contre-élément par rapport à votre candidature, je suis désolé, mais ça pourrait vous pénaliser. Très bien. Je crois que nous avons également la présence de M. Isidore Afayon qui a son micro ouvert. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ensuite, je vais présenter qui est M. Isidore Afayon. Monsieur Afayon. Oui, bonjour Monsieur Wilfried. Vous voulez ajouter quelque chose? Bonjour Monsieur Allo. En fait, sur la question des échecs professionnels en entretien, c'est-à-dire si on vous demande si vous avez connu des échecs professionnels et si oui, est-ce que vous voulez en parler? Mais je crois que j'ai déjà eu ma réponse à travers la réponse de Monsieur Allo. Donc ça va un peu évoluer. D'accord, merci beaucoup. Sûrement. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir au moins 2 recruteurs qui ont fait leurs expériences, qui ont recruté, je vais dire qu'ils ont recruté, je ne vais pas exagérer en disant qu'ils ont recruté au moins une centaine ou plus d'une centaine de personnes au Bénin en étant dans des jurys de recrutement. Monsieur Isidore Afayon est également professionnel des ressources humaines. Merci d'être présent. Kevin, Tony veut prendre la parole. Je pense qu'il y a une question sur laquelle on n'est pas intervenu. Oui. Quelqu'un qui parlait d'une situation négative qui aurait entraîné un licenciement. Oui. Ah oui, je crois que ça, j'ai commencé par y répondre un peu dans la précédente réponse, mais il y a un autre élément, c'est que de façon globale, dans les environnements de travail, lorsque vous sentez que l'atmosphère est, ou sinon la situation est telle que vous pressentez un licenciement, je vous conseille tout simplement de commencer par chercher un autre travail. C'est beaucoup plus simple de justifier qu'on ait quitté son emploi que de justifier qu'on s'est fait licencier. Si le licenciement est un licenciement pour motif économique, on a supprimé le poste par exemple, ok, ça peut se comprendre. Encore que certaines suppressions sont liées au fait du salarié qui n'est pas trop performant. Du coup, on ne savait pas comment se débarrasser de lui. On a fini par dire, bon, on va supprimer le poste pour ne pas le choquer, le stresser davantage. Mais il y a des licenciements pour faute. Et lorsque c'est un licenciement pour faute, il vaut mieux démissionner tout simplement au lieu d'attendre que la situation vienne vous chercher parce que vous allez devoir vous en justifier en entretien et ça, c'est très difficile à faire. Très bien. Merci beaucoup. On peut ouvrir un second tour de questions si vous avez des questions additionnelles. Rokadoko. Et bonjour monsieur, bonjour à tous. Et Oui. ma question c'est par rapport à la proposition de valeur personnelle. Et si dans mon parcours, en dehors de postuler un poste pour un poste donné, et si j'avais également une passion, moi, je travaille également dans le secteur d'entrepreneuriat, est-ce que je dois faire ressortir cet aspect-là? Et par rapport à la question où je me fais voir dans les 5 ans, et je dois toujours montrer les traces de mes projets dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ma préoccupation, ça. Excusez, je veux aussi ajouter un point. Si ton projet entrepreneurial n'a pas rapport avec l'entreprise, est-ce qu'il faut également le faire ressortir? Quand on te demande de parler de soi-même, en fait. D'accord, je crois que sur la question de savoir s'il faut parler de son projet entrepreneurial, M. Arnaud avait essayé de montrer qu'il fallait prendre des gants, mettre des gants, ne pas montrer qu'on pourrait se retrouver en situation de concurrence vis-à-vis de l'entreprise. Et il a rappelé que nous sommes des Béninois.
Je crois que généralement, quand nous disons ça, nous savons de quoi il s'agit. Mais je vais voir s'il a quelque chose à ajouter par rapport à cela. Voilà, justement, je crois que j'avais commencé par y répondre. Maintenant, si vous avez des projets personnels en matière d'entreprise qui peuvent montrer que votre candidature est davantage intéressante, je vais donner un exemple tout bête. Hein. Vous allez pour travailler dans une quincaillerie, et puis dans cette quincaillerie-là, il y a un volet plomberie. Vous avez commencé par suivre une formation plomberie, par exemple. Et vous avez même commencé par initier un certain nombre de choses, c'est-à-dire vous concevez déjà des choses en matière de plomberie, de petits trucs, et vous dites au chef d'entreprise que voilà, que vous pensez que cet élément qu'on ne le trouve pas dans la plomberie, par exemple, on peut le substituer par tel élément que vous pensez. Ça améliore la qualité de vos échanges, en fait. Mais si ça ne peut pas lui apporter un appui, ou si ça doit lui porter concurrence, vous êtes en mauvaise posture en lui en parlant. Donc, voilà un peu les éléments à prendre en compte. Si vous estimez que le poste tel qu'il se présente, les éléments que vous allez mettre dans cette balance-là vont être suffisamment intéressants pour motiver la personne à contracter avec vous, ça devient intéressant d'en parler, mais si ça ne... Donc, il faut pouvoir faire l'arbitrage par rapport à ça avant de pouvoir dire ou de ne pas dire. Très bien. Nous allons prendre M. Gagnon. OK, merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les réponses données aux différentes questions. J'ai une question et un commentaire pour voir si j'ai bien compris la réponse qui a été donnée. La question, c'est par rapport, lors des entretiens, il y a une question qui demande, je dirais, à l'employé ou bien au candidat, avez-vous des questions à nous poser? Comment est-ce qu'il faut aborder de façon succincte cette question-là? Et l'autre commentaire, c'est par rapport à la réponse qui a été donnée sur la question relative à la question qui demande de parlez-nous de vous. Je crois que celui qui a répondu tout à l'heure nous disait de parler de nos expériences dans le secteur dans lequel on postule. Bon, je veux savoir si j'ai bien compris, c'est-à-dire dans mes expériences, je vais voir celle qui est en lien avec le secteur dans lequel je postule, et c'est au niveau de ces expériences-là que je mets l'accent pour leur apporter, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai contribué à faire tel. Si c'est ça, de me confirmer ça. Voilà. Merci. Merci pour la question. Oui. En fait, première chose, il faut noter que la réponse à cette question-là dure en moyenne 2 minutes. Et par rapport à ça, il faut préparer ce que vous avez à dire. L'autre chose, je conseille aux gens habituellement de partir du général au particulier. Vous êtes comptable, donnez-moi votre formation et puis dites-moi que vous avez 19 années d'expérience dans la gestion comptable et financière. Ça, c'est une information phare dont j'ai besoin. Je n'aime pas trop les candidats qui viennent me dire en 2003, quand j'ai fini ma licence, j'ai d'abord fait un stage de 2 mois et après ça, je n'en ai pas besoin de façon honnête. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise, je m'appelle tant et tant, j'ai telle formation, j'ai tel nombre d'années d'expérience dans le domaine, je suis particulièrement outillé pour faire de la gestion financière, de l'analyse aussi, de la gestion comptable, voilà, qui me dit ça et qui, s'il veut rentrer dans le détail pour me dire après qu'il a fait 13 années dans le secteur hôtelier avec Novotel, Ibis, Golden Tulip et 12 années dans le secteur de la microfinance avec Profima et autres. J'apprécie un candidat comme ça. Mais si vous rentrez dans trop de détails ou dans une présentation chronologique de votre CV, ça ne m'emballe pas forcément. Donc, par rapport à ça et au temps que vous avez, vous pouvez savoir ce que j'ai besoin de connaître. Maintenant, si vous parlez des expériences qui ne concernent pas le secteur dans lequel je suis, si ça peut m'apporter un plus, c'est intéressant de le dire, mais très rapidement. Il ne faut pas que ça prenne plus de temps que le principal que j'ai besoin de savoir. Alors, question. Avez-vous des questions à poser? C'est naturellement vous qui décidez des questions que vous posez. Assurez-vous de poser des questions qui sont utiles, qui sont intéressantes. Parce que, et comme l'a dit le formateur tout à l'heure, ça ne sert à rien de poser des questions auxquelles on peut avoir des réponses partout ailleurs.
on peut commencer par exemple par approfondir des éléments de l'entretien sur lesquels on estime qu'il y a des choses qu'on peut rechercher. Ça peut entretenir, ça peut enrichir les débats, c'est-à-dire, je sais qu'il y a tel projet de construction de 12 latrines à Ouégo et tout ça, et j'ai beaucoup pensé à ce projet-là et je pense qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Vous pouvez même apporter des essais de réponse à ce niveau-là, demander des précisions. Ça permet à l'entreprise de savoir que vous vous intéressez vraiment à ces projets. Donc, tout dépend de vous, de ce que vous avez envie de connaître, mais assurez-vous que la discussion soit intéressante et enrichissante pour vous surtout. Merci. Nous allons prendre Jean-Paul Marie. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour la présentation. Bon, j'ai une question. Bon, pour montrer aux recruteurs qu'on s'intéresse à l'entreprise, est-ce qu'il est possible, bon, tant qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, est-ce qu'il est possible de mentir pour s'intéresser à l'entreprise? Merci. Pardon, ne mentez pas en entretien. Ça pourrait vous rattraper. J'ai demandé tout à l'heure de faire économie de vérité, mais j'ai dit de ne pas mentir. En entretien, il vaut mieux ne pas mentir. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, vous connaissez. Maintenant, on demande de se renseigner sur l'entreprise, de montrer votre intérêt pour l'entreprise. Si vous avez les informations intéressantes et que le gars vous dit « Qu'est-ce que vous savez de mon entreprise ?» et de façon succincte, vous touchez les points qu'il a envie d'entendre, ça devient très intéressant pour vous. Donc, ce n'est pas une question d'expérience. Je peux avoir très peu d'expérience et avoir une très bonne information sur l'entreprise. Et c'est là, je dis aussi, vous savez, je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Vous voulez recruter une domestique et vous avez à votre appartement deux dames qui se présentent. Il y a une dame qui dit, voilà, j'ai fait un master de... Allô, vous m'entendez? Oui, on a perdu au niveau de Master 2. Voilà, donc je dis, vous avez à votre appartement deux dames qui se pointent. Il y a une dame qui dit, j'ai un Master 2 en gestion des enfants, j'ai une expérience de 15 ans dans la gestion des enfants, avec des cas difficiles et tout ça. Et bon, voilà. Et une autre dame qui vient qui dit, bon, j'ai un BPC, ça fait 3 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et puis, bon, j'ai eu à gérer des cas particuliers. Vous savez, par exemple, quand les enfants ont la fièvre, là, on leur fait ci. Lorsque pour les escaliers, par exemple, je propose que vous mettiez une rampe qui commence déjà par vous proposer de petites solutions pour les problèmes qu'elle entrevoit dans votre maison. Cette dame-là, moi, en tout cas, elle m'accroche plus qu'une dame qui vient m'étaler son profil et qui attend que, bon, enfin, voilà, j'ai tout le profil, donc recrute-moi si tu veux. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'un candidat qui peut m'apporter des solutions. Du coup, si vous connaissez l'entreprise et que vous connaissez déjà les problèmes, parce que c'est pour ça qu'il est important de se documenter sur l'entreprise, si vous connaissez les problèmes qui se posent dans le secteur dans lequel vous allez travailler, par exemple, je prends une entreprise qui a de gros soucis en matière de gestion de risques financiers, et vous avez déjà eu cette information-là, et vous avez déjà une idée en tête. Proposer un outil de contrôle et tout ça. Si à l'entretien, vous commencez déjà par discuter et qu'on vous donne l'occasion de parler de l'entreprise et que vous versez rapidement là-dessus, parfois, ça fait que le recruteur qui est en face de vous, s'il a de l'entreprise, il commence par vous poser des questions spécifiques par rapport à ce élément-là. Et c'est là que la magie se crée en réalité. Parce qu'il va commencer par vous dire, ah oui, mais l'outil dont vous parlez là, oui, mais est-ce que vous pensez que dans ce cas-là aussi, on peut l'utiliser? Parce que nous, on a des agents sur Bemberek. Oui, mais voilà, je propose un truc justement qu'on peut utiliser en ligne et tout ça. Et vous allez voir que le recruteur, s'il connaît vraiment le contexte de la maison, il commence par ouvrir la tête habituellement, c'est-à-dire en signe d'approbation. Vous voyez qu'il commence par voir loin dans sa collaboration avec le candidat. J'ai déjà vu des entretiens dans lesquels le recruteur est allé jusqu'à commencer par dire au candidat, bon, est-ce que vous pensez qu'on peut se voir la semaine prochaine pour pouvoir rediscuter de cet aspect-là? Ce candidat-là a beaucoup de chances de réussir. Mais si vous venez juste pour étaler votre profil, bon, vous ne nous intéressez pas vraiment. J'ai été un peu long sur cette réponse-là, mais voilà, je pense qu'il y a des éléments qui pourraient intéresser certaines personnes dedans. Allô? Allô?
C'est bien, monsieur, c'est compris. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, s'il n'y a pas d'intervenant, je vais peut-être ajouter quelques petits éléments qui me sont venus à l'esprit. Allô? Allô? Oui, j'ai une petite question, mais je ne sais pas si Wilfried me permet de poser la question. Oui, il faut y aller. D'accord. En fait, je voudrais revenir sur la question, vous avez dit à la fin de l'entretien, quand on vous demande si vous avez des questions à poser, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que vous êtes obligé de poser des questions à la fin de l'entretien? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, est-ce qu'il est prudent de poser des questions concernant l'entreprise? Parce que voilà, si vous postulez à une offre venant d'une entreprise et que vous êtes vraiment motivé, c'est normal que vous ayez fait des recherches concernant cette entreprise. Alors, est-ce que c'est prudent, à la fin, quand on vous demande si vous avez des questions à poser, de poser des questions par rapport à l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise fait, ainsi de suite? Est-ce que c'est prudent de poser ce genre de questions? Merci. Merci, je pense que ce sont des questions intéressantes. Si les questions à poser au jury sont obligatoires, non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est souhaitable. Ça permet aussi au jury d'apprécier votre capacité à échanger et puis à vous laisser aller, à vous relâcher un peu. Il y a des candidats qui partent et disent non, je n'ai rien à demander, et puis bon, mais ce n'est pas pour autant qu'on les pénalise pour ça, mais ça peut créer un espace d'échange intéressant. Maintenant, il faut éviter d'être long à cette étape-là aussi, parce qu'il y a des candidats qui, après l'entretien, vous prennent encore 10 minutes pour vous poser des questions. Ça vous fait perdre du temps et ça commence pas à vous énerver. Donc, il faut être assez succinct et savoir ce qu'on va demander. Alors, des questions sur l'entreprise, ça dépend du genre de questions. Si ce sont des questions, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent se retrouver partout sur Internet ou qu'on peut trancher en questionnant un passant au bord de la voie, je pense que ce n'est pas utile de les poser. Mais si ce sont des questions qui concernent des éléments de l'entreprise qui ne se retrouvent pas partout, c'est-à-dire on ne peut pas le lire sur Internet, on ne peut que le demander à ceux qui sont dans le quotidien de l'entreprise et ce n'est pas des informations forcément très confidentielles, ça, vous pouvez poser la question. Moi, j'ai eu l'occasion de me retrouver dans un système, par exemple, sur une entreprise qui ne communiquait pas du tout, mais du tout, aucune information le futait sur l'entreprise. Et puis, en recrutement, on m'a bien évidemment demandé ce que je savais de l'entreprise et j'ai dit de façon très claire, je suis allé sur Internet et je remarque que vous ne communiquez pas du tout sur vos activités et ils ont reconnu qu'effectivement, ils ont une politique qui fait que la communication sur leurs activités n'est pas très autorisée. Donc, on s'est compris, je n'avais pas l'information, ce n'était pas possible de l'avoir. Donc, voilà ce que je peux répondre rapidement, mais je sais que M. Afayon peut encore avoir des choses à compléter à ma réponse, je sais de quoi je parle. Oui, non, je suis satisfait des réponses apportées par M. Arnaud et je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous ne voulez pas dire que je n'ai rien à ajouter. C'est bon, ça peut aller. Monsieur Afayon, dites que nous nous connaissons bien, que nous sommes tous dans le recrutement. Non, il a parfaitement très bien répondu. En fait, j'ai juste posé la question pour permettre aux autres aussi de mieux cerner ce pan de la chose au cours de l'entretien. C'est vrai, il faut poser des questions, mais voilà, il faut savoir quelles questions poser. Vous ne pouvez pas, par exemple, postuler à une offre, je suppose, à l'UAC. Comme question, vous demandez, l'UAC, là, ça veut dire quoi? C'est pas, il vaut mieux ne pas poser de questions si c'est cette question que vous avez à poser. Ouais, donc, M. Arnaud a parfaitement répondu à mes préoccupations. Merci bien. Merci beaucoup. Je crois que nous avons une toute dernière question de Sousten Zossin. La dernière, alors. Merci, monsieur. Je suppose que je postule à un poste de technicien et que la partie, vous avez des questions à nous poser, que je pose une question sur la politique intégrée de l'entreprise, la collaboration client et personnel, que mon poste n'a même pas rapport au marketing. Et est-il bon de poser ce genre de questions? Je le disais déjà tout à l'heure, posez des questions qui vous sont utiles. Vous voyez, il ne faut pas non plus donner aujourd'hui l'impression que vous posez des questions parce qu'ils ont domaine d'en poser. Donc, vous recherchez des questions à poser. Posez des questions qui vous sont utiles.
Si ça ne va rien vous apporter, il vaut mieux s'en passer. Et si c'est la dernière question, je vais profiter, si M. Wilfried le permet, pour partager une petite ou deux petites expériences avec vous. Allô? Oui, allez-y. Je crois qu'on a quand même une question de prudence, mais dès que vous finissez, on va revenir là-dessus. D'accord, ok. Alors, je me rappelle que vous parliez tout à l'heure de la nécessité de revisiter son CV avant d'aller à un entretien. Ça me rappelle un entretien auquel j'ai été. Et à l'entretien, ils m'ont tellement chargé par rapport à mon CV. J'avais tellement de questions par rapport aux détails les plus fins de mon CV que finalement, à un certain moment, j'avais commencé par me perdre dans les détails parce qu'on dit, vous avez vu sur votre CV, vous avez fait une étude. C'était des choses qui dataient d'il y a plus de 5 ans. Du coup, et ce n'est pas un CV que je relis tous les jours. Du coup, j'avais commencé par vraiment faire un effort de mémoire terrible pour pouvoir retrouver les éléments par rapport à ça. Donc, il faut faire attention à bien savoir ce qu'on a mis sur son CV et à pouvoir le défendre. Et ça me rappelle aussi l'un des tout premiers entretiens auxquels je suis parti. Et là, je vais vous donner un conseil. Vous savez, il y a des personnes qui ont une chemise fétiche et qui se disent, bon, si je dois aller dans un endroit classe, je mets cette chemise-là, il n'y a rien à faire. Mais c'est une chemise qu'ils n'ont peut-être pas portée depuis 2 ans, 3 ans. Et peut-être qu'entre-temps, la chemise, elle est devenue trop grosse ou elle est devenue trop petite. Et habituellement, c'est le jour de l'entretien qu'on commence à dire, bon, voilà, je tire ma chemise, on porte la chemise, on se rend compte que, ah non, ça, finalement, je ne peux plus porter ça, c'est trop serré. Et c'est à ce moment-là, habituellement, qu'on se met à courir pour aller chercher une chemise, pour la repasser. Et parfois, ça fait qu'on est en retard. Ça me rappelle une petite expérience. J'allais pour un entretien. C'était l'un de mes premiers entretiens. La dame m'appelle. Elle me demande de me présenter pour 2 heures plus tard. Mon costume était chez le couturier. Et j'ai dû courir pour aller chez le couturier dans le quartier ce matin-là pour aller retirer mon costume. Je le retire, il n'avait pas encore fait. Je le mets. Et je me pointe quelque part jusqu'à papa. Or, je me rends compte aujourd'hui avec le recul que dans certaines conditions, on peut demander à la personne qui appelle s'il y a une possibilité de négocier sur les horaires de l'entretien. C'est possible. Ça ne marche pas à tous les coups, mais à certains coups, ça marche. Et ça dépend du relationnel rapide qui se crée avec la personne qui est à l'autre bout du fil. Je me rappelle encore une histoire toute drôle. Un ami à moi qui est sorti d'un jury d'entretien, quand il est sorti, j'ai demandé à l'autre membre du jury, qui était l'expert métier, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait de ce candidat-là? Et il m'a répondu, mais bien Aïda Zomer. En fait, qu'est-ce qu'on pouvait reprocher essentiellement à ce candidat-là? Il n'a pas créé le bon relationnel à cet entretien. Il était assez timide, assez calme, il ne parlait pas beaucoup, il parlait à voix très basse. Du coup, on n'a pas eu du plaisir à le suivre. Donc, il y a ça aussi. Il faut qu'on ait du plaisir à vous suivre. Il faut que la manière, la passion avec laquelle vous parlez de votre fonction fasse qu'on ait du plaisir à vous suivre. Sinon, on a de la facilité à s'endormir à un entretien. Et puis, lorsque vous sortez, on ne sait pas toujours ce qu'on doit retenir de vous. Et ce n'est pas très bon signe pour la suite. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre vraiment la toute dernière question de Prudence. Merci, monsieur. Je me joins aux autres intervenants en vous remerciant pour la clarté et la pertinence de la présentation. Je remercie également les intervenants, les experts en la matière que vous avez présentés par rapport aux réponses qu'ils ont données aux questions qui ont précédé la mienne. Mais ma question concerne plutôt un postulant qui entre-temps, avait déjà son entreprise. Et je voudrais savoir quelle incidence ça peut avoir sur son recrutement par rapport au fait que le recruteur sache que cette personne-là, quand même, dirige déjà son entreprise et quand même veut postuler, veut avoir du travail dans une autre, qui peut-être ne font pas du tout les mêmes activités, n'ont rien à voir. Est-ce que c'est intéressant pour le recruteur de le savoir ou ça ne l'est pas du tout?
Merci. Merci pour la question. En fait, le premier réflexe en tant qu'en bon béninois, hein, c'est de dire, bon, cette dame-là maintenant, là, avec son affaire d'agrodynamique, là, est-ce que je suis sûr qu'elle va se donner 100% pour mon entreprise? Et ça, c'est un casse-tête pour le recruteur. Donc, si vous dites que vous avez une entreprise, je commence tout de suite par me dire, bon, OK, parce que vous allez dire, non, je vais tout laisser, j'ai quelqu'un qui gère l'entreprise et tout ça. Mais je n'ai pas la conviction à 100% que lorsqu'on va vous dire, ah, attention, il y a un contrôle d'inspection, il faut venir, que vous n'allez pas m'envoyer un certificat médical pour dire, bon, monsieur, j'ai eu mal au ventre ce matin, du coup, je suis passé aux soins et puis voilà le certificat médical. Je n'ai pas la conviction que vous n'allez pas envoyer un certificat médical dans ces conditions. Du coup, alors que moi, j'ai besoin de personnes qui sont totalement dévouées. Du coup, si j'ai deux candidatures de même niveau et que vous faites partie de ces candidatures-là, je pencherai plus pour quelqu'un qui est entièrement disponible, qui n'a pas d'entreprise et qui, je crois, va être disponible 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 parce que ça aussi, c'est la réalité du travail au Bénin. Donc, si ça va montrer à l'employeur que vous pourriez ne pas avoir suffisamment de temps pour ces activités ou que vous pourriez être préoccupé par des problèmes de gestion au point de négliger ne serait-ce qu'un peu son travail, il ne serait pas très à l'aise de travailler avec vous plutôt qu'avec une personne qui est exactement comme vous, mais qui n'a pas d'entreprise à côté. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions. Je voudrais remercier encore une fois M. Arnaud Tonouewa pour sa disponibilité. Remercier M. Isidore Afayon qui a également accepté de faire un tour. Merci à vous pour la précision de vos réponses. Je voudrais nous souhaiter bonne chance, comme je l'ai écrit sur la dernière slide. Nous souhaiter bonne chance et nous inviter pour les prochaines sessions que nous aurons sur des sujets certainement tout aussi intéressants. Donc, bon après-midi à vous. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Pour finir, l'entretien, toute la séance a été enregistrée. Je vais certainement le mettre sur YouTube et diffuser le lien. Donc, vous pouvez tout suivre, resuivre la présentation et resuivre les questions. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Grand merci à vous. Merci à vous. Merci à tous et à bientôt.